Bonjour, littérature aujourd'hui avec le premier tome des Contes du Soleil Noir d'Alex Gester, intitulé Crash. Eh bien, en 2007, donc quand même, old. En 2007, donc, sur l'injonction d'un camarade, j'avais lu et globalement beaucoup apprécié Tourville, premier roman d'un certain Alex D. Gester, publié au Diable Vauvert. Un gros monstre touffu, excessif, bardé de références et dans l'ensemble très enthousiasmant, jusque dans son style oral suscitant comme tel les comparaisons inévitables, et je n'ai pas été le dernier à faire ce genre de comparaison, et tout autant les critiques. Depuis Silence Radio, ou presque, il y avait au moins un roman en 2010. Et voilà Tipa qu'Alex Gester nous revient, et au diable encore, mais dans un format bien différent. Le nouveau roman du bonhomme fait dans la centaine de pages tout mouillé, en gros caractères et avec des illustrations, cheloues, pertinentes, signé Pablo Melchor. Le jour et la nuit par rapport à Tourville. Sauf que c'est un peu un leurre. En effet, le présent Crash inaugure en fait une série de 5 courts romans titrés Contes du Soleil Noir. Les 4 autres volumes devraient paraître courant 2017, l'un après l'autre. On verra si ce format est pertinent. Un projet qui s'annonce différent de Tourville donc, et il reste cependant quelque chose du dit pavé dans Crash, ne serait-ce que dans le jeu sur les médias et les réseaux, même si la plume est autrement sage, mais par ailleurs très pertinente, cultivant toujours une dimension orale saturée de name-dropping, mais avec une justesse appréciable. Pas dit à cet égard que le texte vieillisse très bien, mais là on est en plein dedans. Un cliché, au sens photographique, d'un instant T du monde. Comme Tourville d'ailleurs, nous faisons plus que frôler l'imaginaire ici, catalogage éditorial ou pas, mais le diable réside souvent dans ses interstices, et depuis toujours, sans la moindre ambiguïté. Ceci étant, s'il y a là un prolongement du délire conspirationniste de Tourville, mais qui serait passé entre-temps de X-Files sur les illuminés du web, nettement moins sympathique que Mulder et Scully, et si la très vague anticipation du roman semble coller également, c'est, à en croire l'argumentaire du moins, et qui en fait forcément un peu trop, sinon ça ne serait pas drôle, dans le registre horrifique que s'inscrit Crash, et que doivent s'inscrire ses petits frères et sœurs. Et là, blam, Stephen King, Clive Barker, David Cronenberg et Alan Moore, nous dit-on. Ah oui, quand même, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et concernant ce Crash, ça n'est guère convaincant. Supposons que c'est la série dans son ensemble qui doit appeler ses références. D'ailleurs, l'inscription du roman dans le registre horrifique n'est pas forcément si évidente que cela. Il y a du ricanement libérateur dans ce premier des Contes du Soleil Noir. Le cauchemar débouche peut-être même sur quelque chose de positif. Et si cauchemar il y a, oui, il y a. C'est dans la dimension réaliste du roman. Le cauchemar, c'est la vie de merde, pas les fantômes en réseau. Alors on pourrait, j'imagine, forcer un peu le trait, justifier la mention de Stephen King par cette dimension de cauchemar du quotidien, appuyer même sur l'impotence de l'héroïne, qui pourrait aussi bien être un Paul Sheldon devant sa machine à écrire. Elle est devant un poste de télé, est-ce si différent, et les autres avatars de cette figure ne manquent pas. On pourrait appuyer encore sur le modèle du roi, j'imagine, en insistant sur la dimension technologique de la terreur, c'est peut-être déjà un peu plus audacieux. Clive Barker, Alan Moore, là je sèche un peu, faudra peut-être y revenir par la suite. Avec Cronenberg, on touche peut-être quelque chose de plus pertinent. Via Vidéodrome sans doute, Existence peut-être, et Crash, bien sûr. Ce qui nous ramène à Ballard, et c'est sans doute par là qu'il aurait fallu commencer, non? Dans le court roman d'Alex Gester, jusque dans ses connotations apocalyptiques, semble entrer en résonance avec la civilisation à bout de souffle de la foire aux atrocités, avec les pulsions inavouables et soudainement libérées de la trilogie de béton, avec la sauvagerie du massacre de Punkborn, et les ultimes avatars ensuite d'une horreur sociale qui est aussi horreur de classe, et ce même si Alex Gester est nettement plus banlieue grise que face cachée de la Riviera. Et le style? Ah tiens, là on ne cite rien cette fois. On ne s'en était certes pas privé en 2007. J'en reviendrai bien à mes vieux présupposés. Chuck Palahniuk, oui. Bret Easton Ellis aussi. Côté français, j'avancerai bien Michel Houellebecq en forme, en précisant, diable d'ambiguïté, que chez moi cela n'a absolument rien à reproche, bien au contraire. Mais comparaison n'est pas identité, et Alex Gester est sans doute bel et bien, avant tout, Alex Gester. D'où cette fluidité essentielle dans l'écriture que je suppose inaccessible aux simples pasticheurs, calquant leur prose sur celle de l'efficace du moment. Le soleil noir, une sorte d'emblème, un référent commun des mystiques et des fous. Je n'ai jamais cru qu'il y ait la moindre différence entre les deux.
associé à une fin de la civilisation qui pourrait être un écho à Tourville, mais qui, heureusement, ne me paraît pas brodé sur un discours catastrophiste ambiant tristement convenu, qu'il soit de droite ou se prétende de gauche. C'est plus malin que ça. Geek sera notre guide. L'étrange bonhomme, peut-être uniquement réalisé dans sa fonction, est du genre à se noyer avec délectation dans les réseaux, tout au fond du fond. Adepte du data mining, il pioche de l'insignifiant et en fait des histoires. En cela, il est un artiste, et pas si vain qu'on aurait pu le croire, lui-même y compris si ça se trouve. Cette fois, il entend nous narrer l'histoire de Malika, et c'est une histoire pathétique au possible. Malika vit, si l'on peut parler de vie, dans le 9-4, où elle élève seule, tant bien que mal, son petit garçon Samy. Le père est un connard qui a mal tourné et l'avait laissé tomber même avant cela. C'est la mère, la misère. Malika est contrainte à gérer son budget avec la précision d'un ordinateur entièrement dédié à la seule comptabilité, car 1 euro peut faire la différence. Elle n'a guère de revenus. Elle fait des ménages quand même, sale boulot, insuffisant. Avant, elle avait d'autres ambitions. Elle s'était inscrite à la fac, se voyait bien à terme raconter des histoires, elle aussi. Mais ça, c'était avant. Avant le gros con et avant Samy. Pour autant, Malika n'est pas un cliché façon Les Misérables de pauvre petite rebeu dans sa banlieue. Entendons-nous bien, elle est une pauvre petite rebeu dans sa banlieue. Mais Alex Jester, assez habilement, épice le tableau si tristement commun que représente Malika, en lui conférant bien plus d'âme qu'à un personnage n'ayant d'autre but que d'être un vecteur d'indignation sociale. Sur le format de Crash, il ne s'y est en guère, mais quelques traits savamment agencés suffisent à faire de Malika quelqu'un qui sonne juste. Et oui, finalement, même si ainsi on peut sans doute dire qu'elle vit. Elle est humaine, pas un outil. Mais ça peut toujours être pire, hein. Et du coup, ça le devient. À moins que... Bon, bref. Crash, rentrant de son travail, inquiète du fait d'un appel de la babysitter, comme quoi Samy serait malade, Malika n'arrivera jamais à destination. AVC, accident de voiture. Mais elle ne meurt pas. Enfin, pas tout à fait. Seulement voilà, nombreuses séquelles irréversibles, Malika est un légume. Elle n'est pas totalement inconsciente du monde qui l'entoure, en fait, ou du moins au bout d'un certain temps. Sa situation s'améliore même un peu avec les années, sans espoir qu'elle s'améliore vraiment, bien sûr. Mais une chose la fait réagir, la télé. Elle en a une dans sa chambre qui tourne en permanence. Le personnel soignant se rend compte de ce que les programmes, documentaires et informations surtout, la captivent, si j'ose dire. Incapable de dire le moindre mot, Malika végétative sait cependant signifier qu'elle veut voir la télé, qu'on ne l'en empêche surtout pas. Les infirmières le savent bien, qui peuvent faire de l'accès à l'écran un moyen de pression pour que Malika mange ce genre de choses. Mais la télé, même BFM TV, franchement au point où elle en est, c'est que la télé permet à Malika de voyager, de sortir de cette chambre, de sortir de son corps impotent. Son onirisme actif est plus escapiste que jamais, encore que le terme ne soit sans doute pas très juste. En effet, si elle se rend quelque part, c'est parce que les images l'y autorisent, et ce sont systématiquement, supposées la ramener au réel, des images de catastrophe. Sur un mode mineur d'abord, on fait sauter une barre d'immeuble, etc. Les choses deviennent plus inquiétantes quand elle assiste au Japon, au Japon, au tsunami de 2011. Et bien sûr, l'actualité est phagocytée par les attentats islamistes. Stop. Et revenons en arrière, en disant spoiler au cas où, et ce jusqu'à la fin de cette chronique. Donc je vous laisse 5 secondes pour vous déconnecter. Rappelons-nous que c'est Guy qui nous raconte une histoire. D'abord engagé à la première personne, il nous a ensuite et assez longtemps fait le coup du narrateur omniscient, ou pas tout à fait, devenant indirectement Malika, fouinant pour nous dans sa tête, mais en s'effaçant lui-même, hypocrisie ou pas. Il jongle en fait avec les modes de narration et son niveau d'implication. En tant que tel, il a sans doute quelque chose d'un narrateur non fiable, auquel il ne faut donc pas faire pleinement confiance. Un procédé de mise en abîme connu et reconnu que gère bien Alex Jester. Car après tout, Geek nous raconte des histoires, et Alex Jester derrière lui. Et BFM si vous y tenez. Au bout d'un certain temps, cependant, Geek doit à nouveau se mettre en avant. Lui, le croisé du data mining. C'est sur Internet qu'il a découvert Malika. Comme bien d'autres ont découvert cet improbable touriste des catastrophes, toujours là sur les images des pires drames, et qu'importe si c'était objectivement impossible. Les conspirationnistes de la toile sont fascinés par cet inconnu, cette Jackie O, son modèle. Après tout, le film d'Abraham Zapruder constituait un prélude de choix. Foulard, valise, qui est toujours là.
L'enquête obsessive des geeks et des paranoïaques révèle une vérité qui ne peut pas être, et qui en tant que telle pourrait donc bel et bien invalider toute vérité. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il tente d'effacer toutes ces vidéos. Tout cela est d'une certaine manière assez banal, je suppose. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Il y a plusieurs raisons à cela, et je suppose qu'il y en a d'autres encore, hein, mais voici du moins ce que j'ai à en dire. Mentionnons tout d'abord le style. J'en avais dit 2 mots plus haut, mais j'y tiens. C'est admirable de fluidité et d'authenticité, à la limite joliment ambigu de la narration interne, intime, et du regard extérieur plus détaché, avec sa part de manipulation dans les 2 cas si ça se trouve. Plus sobre que dans l'exubérant Tourville, la plume d'Alex Chester use ici d'expédients parfois assez proches, et pas forcément d'une originalité stupéfiante. Name dropping donc, des célébrités, des marques, des séries télé, mais avec une étonnante retenue, oui, qui bénéficie à la pertinence du propos et lui permet d'exprimer une certaine poésie. Entre béton et chocopops, sans doute, une poésie néanmoins. En corollaire, il y a donc le caractère palpable de Malika. Son histoire est poignante, oui, mais la jeune femme a une réalité en dehors du seul registre du pathos presse-bouton. Et ce, parfois non sans acrobatie qui aurait pu s'avérer très casse-gueule. La mère célibataire d'ascendance maghrébine et son rapport à l'islam, il y a sa tenue, il y a ce gros con de père de Samy, et les voisines, et bien sûr les attentats tels que vus sur BFM TV, mais dont l'auteur se tire avec brio. Si Malika émeut, ce n'est pas seulement parce qu'elle a une vie de merde, c'est aussi parce qu'elle existe, et pas seulement sur des vidéos mystères enfouies dans les tréfonds du web. Enfin, le propos me paraît plus subtil qu'on aurait pu le croire. Sur une base pareille, j'imagine qu'une tentation presque aussi forte que le misérabilisme aurait consisté en une critique sociale, maniant la métaphore façon enclume et dépassant la seule indignation, bien légitime, elle, devant les rudes conditions de vie de Malika, pour tenir un discours plus englobant, nécessaire parfois, mais succombant bien trop souvent à de fausses illuminations, des condamnations qui ne tiennent pas forcément la route, disons des solutions qui n'en sont pas à des problèmes qui peuvent être tout autres. Certains auteurs de SFFF, suivez mon regard, tirent argument des insanités du capitalisme, bien réel, pour condamner vertueusement, et paradoxalement, l'échappatoire du virtuel. Ce qui, dans le cas de Malika en légumes, aurait été pour le moins indécent. Or, j'apprécie ici que derrière la façade bien réelle encore d'horreur sociale, matinée comme de juste de discours apocalyptiques sur la fin de la civilisation, adapté à la dimension conspirationniste de l'intrigue, la technologie, jusque dans ses excès, légumes scotchés devant BFM TV, geeks farfouillant inlassablement le web comme autant de moines zen à la recherche du satori perdu, affiche un potentiel d'émancipation. La spectatrice captivée se libère en usant justement de l'outil symbolique de sa réclusion. De manière grinçante si vous y tenez. Oui, notre touriste des catastrophes sourit quand le premier avion percute la tour nord du World Trade Center. Et c'est bien un stade ultérieur après la contemplation, simplement perplexe, des ravages du tsunami dans le Tohoku. Sans doute par ailleurs toutes ces catastrophes ont-elles quelque chose de prélude à une catastrophe ultime. Si subsistent des enregistrements vidéo de cette conclusion du monde, nul doute que Malika y figurera. Jackie O, foulard, valise, et sourire. Mais en mettant l'accent sur le personnage, comme si par un retournement des choses, il s'accaparait soudain le statut de cause et non d'épiphénomène, il me semble qu'on aboutit paradoxalement à une forme de libération, ce que peut être la mort, certes, mais avec un sourire et la joie de laisser derrière soi un monde qu'il ne fallait plus traîner comme un boulet. Lecture toute personnelle peut-être, et nihiliste ou cynique si vous le souhaitez, mais je crois discerner entre ces pages ceci, donc, et je suis porté à l'envisager de manière plutôt positive. Bah, si ça se trouve, c'est juste que j'ai au fond de moi le désir d'apercevoir à mon tour le soleil noir, hein, ou d'y participer. Une réussite, donc, que ce crash. On ne fera certes pas un chef-d'œuvre, mais il passe très bien, séduit et convainc un peu plus à chaque page, en transcendant intelligemment un propos que l'on aurait pu craindre banal. Pas la même ambition que Tourville, certes, mais en concentré, quelque chose d'efficace et pertinent, d'une fluidité admirable et non exempt de valeur poétique. La suite de la série permettra peut-être d'envisager les choses différemment et de revenir sur ce crash. Le 2e épisode s'intitule Arbre et paraîtra en mars. Probable que je vous en dirai quelque chose.